Témoin muet par Agatha Christie, partie 5 du livre audio. Chapitre 16. Madame Tanios. Un monsieur désire vous voir, madame. La femme, assise devant une des tables du petit salon de correspondance de l'hôtel Durham, tourna la tête, puis se leva et vint vers nous d'un pas hésitant. On lui aurait donné n'importe quel âge au-dessus de 30 ans. Grande, mince, les cheveux noirs, elle avait des yeux légèrement proéminents, couleur de groseille bouillie, et les traits tirés. Un chapeau à la mode était perché sur sa tête, sans aucun chic, et elle portait une robe de cotonnade défraîchie. « Je ne crois pas, » commença-t-elle vaguement. Poirot s'inclina. « Je viens vous voir de la part de votre cousine, Miss Teresa Arundel. »« Oh, de la part de Teresa. Voulez-vous m'accorder 5 minutes de conversation, madame ?» Madame Tanios jeta autour d'elle un regard sans expression. Poirot proposa de s'asseoir sur le divan en cuir au fond de la pièce. Comme nous nous y rendions, une voix fluette se fit entendre. « Maman, où vas-tu ?»« Je vais simplement m'asseoir là. Continue ta lettre, ma chérie. » L'enfant, une maigre fillette de 7 ans, aux formes anguleuses, se remit à sa tâche. Mon ami commença. « Je viens vous parler de la mort de votre chère tante, feu Miss Emily Arundel. » Était-ce de ma part une illusion, ou les yeux pâles et proéminents de madame Tanios venaient-ils de trahir une certaine anxiété ? « Ah » fit-elle. « Miss Arundel a modifié son testament peu avant sa mort. Par son nouveau testament, elle lègue tous ses biens à Wilhelmina Lawson. Je voudrais savoir, madame Tanios, si vous vous joindrez à vos cousins, Miss Teresa et Charles Arundel, pour contester la validité de ce testament. » Madame Tanios poussa un soupir. « Je ne pense pas que la chose soit possible. Mon mari a consulté un avoué qui lui conseille de n'en rien faire. » Les avoués, madame, sont en général très prudents et veulent, à tout prix, éviter les litiges. Ils ont souvent raison. Cependant, il est parfois bon de tenter la chance. Moi, je ne suis pas un homme de loi et je considère la chose d'un point de vue différent. Miss Arundel, je veux dire Miss Teresa Arundel, est décidée à lutter. Et vous ? Moi, oh, je ne sais ce que je vais faire. D'un geste nerveux, elle se tordait les doigts. Il faudra que je consulte mon mari. Évidemment, avant de prendre une décision. Mais quelle est votre opinion personnelle, en l'occurrence ? Je n'en sais rien, dit madame Tanios, l'air très ennuyé. Tout dépend de mon mari. Mais vous, madame, qu'en dites-vous ? Cette idée ne me sourit guère. Attaquer le testament de ma tante me paraît peu convenable. Vraiment, madame ? Oui. Si tante Émilie a jugé à propos de ne rien laisser à sa famille, nous devons nous conformer à sa volonté. Ainsi, vous ne vous sentez pas lésée ? Oh si. Une rougeur monta à ses joues. Ce testament est odieux. Je ne m'attendais pas à pareille chose de la part de tante Émilie. C'est si injuste envers les enfants. Vous trouvez cette façon d'agir de votre tante, pour le moins, bizarre ? Oui, tout à fait incompréhensible. Serait-il possible qu'elle n'ait pas agi de son propre chef, qu'elle ait subi une influence étrangère ? Bella Tanios fronça le sourcil et laissa échapper, malgré elle. La difficulté, c'est que je ne vois pas du tout tante Émilie se laissant influencer par quelqu'un. C'était une vieille dame si autoritaire. Poirot approuva. Oui, vous dites la vérité. De plus, Miss Lawson n'est point ce qu'on pourrait appeler une personne énergique. Non, c'est une douce créature, un peu sotte, mais dans le fond très bonne. Voilà mon idée. Vous dites, madame ? Madame Tanios se tordait nerveusement les doigts en parlant. Je juge qu'il serait mesquin de vouloir faire annuler le testament de tante Émilie, d'autant plus que Miss Lawson n'y est pour rien. Je la crois incapable d'intriguer et d'échafauder. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi je trouve qu'il serait indigne de notre part d'aller en justice. De plus, ce serait très dispendieux, n'est-ce pas ?
Certes, oui, madame, et presque certainement inutile. Mais il faudrait que vous en parliez à mon mari. Il s'y connaît beaucoup mieux que moi en affaires. » Après un court instant, Poirot demanda « Savez-vous pour quelle raison votre tante a modifié son testament ?» Une vive rougeur colora les joues de madame Tanios, qui répondit « Je n'en ai pas la moindre idée. »« Madame, je vous ai dit que je ne suis pas un homme de loi, et vous ne m'avez pas demandé quelle était ma profession. » Elle lui lança un regard interrogateur. « Je suis un détective, madame, et peu avant sa mort, Miss Arundel m'a adressé une lettre. » Madame Tanios se pencha en avant, les mains jointes. « Une lettre ? Concernant mon mari ?» Poirot la considéra un instant, puis prononça d'une voix lente. « Pour le moment, je ne me sens pas le droit de répondre à votre question, madame. » Alors, c'était au sujet de mon mari. Elle éleva légèrement la voix. « Que vous a-t-elle dit ? Je vous jure, monsieur, je ne connais pas votre nom. »« Poirot, je m'appelle Hercule Poirot. »« Je vous jure, monsieur Poirot, que si, dans cette lettre, elle vous a dit quelque chose contre mon mari, elle a menti. Je sais qui a pu lui inspirer cette lettre. Et voilà pourquoi je préfère ne pas entreprendre une action avec Teresa et son frère. Teresa n'a jamais aimé mon mari, et elle en a dit du mal. Je le sais. Tante Émilie, prévenue contre mon mari parce qu'il est étranger, a écouté avec complaisance les racontars de Teresa. Mais, croyez-moi, tout cela est faux. « Maman, j'ai fini ma lettre. » Madame Tanios se retourna vivement. Avec un sourire affectueux, elle prit la lettre que lui tendait sa petite-fille. « C'est très gentil, ma chérie, très gentil. Et voilà un bien joli dessin de Mickey Mouse. »« Qu'est-ce que je vais faire à présent, maman ? Veux-tu aller acheter une de ces jolies cartes postales illustrées ? Tiens, voilà l'argent. » L'enfant s'éloigna. Je me rappelais alors le jugement de Charles Arundel sur madame Tanios. C'était évidemment une bonne mère et une épouse dévouée. « Est-ce votre unique enfant, madame ? » ?»« Non, j'ai encore un petit garçon. Pour le moment, il est sorti avec son père. »« Vous accompagnait-il à Little Green ? » ?»« Je les ai amenés plusieurs fois, mais vous comprenez, ma tante se faisait vieille et la présence des enfants l'agaçait. Mais elle se montrait bonne pour eux et leur envoyait de beaux cadeaux à Noël. »« Quand avez-vous vu Miss Arundel pour la dernière fois ? » ?»« Environ 10 jours avant sa mort. »« Vous y étiez tous, vous, votre mari et vos cousins, n'est-ce pas ? » ?»« Oh non, pas la dernière fois. C'était avant, pour Pâques. » »« Vous y êtes retourné avec votre mari la semaine après Pâques, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Miss Arundel était-elle alors en bonne santé ? » ?»« Oui, comme d'habitude. » »« N'était-elle pas couchée ? » ?»« Elle demeurait étendue à la suite d'une chute qu'elle fit dans l'escalier. Mais elle descendit au salon pour nous recevoir. »« Ne vous a-t-elle pas dit qu'elle avait modifié son testament ? » ?»« Non, pas du tout. »« Et vous n'avez remarqué aucun changement dans son attitude envers vous ? » Après une courte pause, madame Tanios répondit « Non. » À ce moment, j'en suis certain, Poirot et moi, nous avions la même conviction. Madame Tanios mentait. Poirot se tut un instant, puis il expliqua. « Lorsque je vous demande si Miss Arundel avait changé d'attitude envers vous, je n'employais pas le « vous » dans son sens pluriel. Je faisais allusion à vous personnellement. » Madame Tanios se hâta de dire. « Ah, je comprends. Tante Émilie s'est montrée particulièrement gentille pour moi. Elle m'a même fait cadeau d'une broche en or, garnie d'une perle et d'un diamant, et elle m'a remis 10 shillings pour chacun des petits. » À présent, ses manières ne trahissaient aucune contrainte. Elle parlait sans hésitation. « En ce qui concerne votre mari, se montra-t-elle avec lui moins aimable que d'habitude ? » Madame Tanios se replia sur elle-même et répondit sans regarder Poirot. « Non, évidemment. Pourquoi voulez-vous ? Parce que vous venez de m'apprendre que votre cousine Teresa s'était efforcée de le perdre dans l'estime de votre tante. »« J'en suis certaine, » répliqua madame Tanios, se penchant vers Poirot. « Maintenant,
Je vois ce que vous voulez dire et je me rappelle qu'à un certain moment, tante Émilie s'est conduite de façon bizarre envers lui. Mon mari lui recommanda une potion digestive et se donna même la peine d'aller chez le pharmacien la faire préparer. Elle le remercia, plutôt froidement. Et peu après, je la surpris en train de la verser dans l'évier. Elle parlait avec indignation, et Poirot remarqua d'un ton très calme. Un drôle de procédé. C'est d'une ingratitude noire, s'écria madame Tanios. Les vieilles personnes se méfient des étrangers, comme vous dites. À leur avis, seuls les médecins anglais possèdent quelques compétences. L'insularité y est pour quelque chose. Sans doute, fit madame Tanios, légèrement radoucie. Quand retournez-vous à Smyrne, madame? Dans quelques semaines. Mon mari... Ah, le voilà qui entre avec Édouard. Chapitre 17. Le docteur Tanios. Je dois dire que la vue du docteur Tanios me causa une réelle surprise. Je m'attendais à voir un étranger à la barbe noire, à la peau huileuse et à l'aspect effrayant. Au lieu de cela, j'aperçus un homme trapu, à l'air jovial, aux cheveux et aux yeux marrons. Il avait une barbe, il est vrai, mais une barbe bien modeste, de nuance châtain clair, qui lui donnait plutôt l'apparence d'un artiste. Il parlait l'anglais parfaitement. Sa voix plaisante, bien timbrée, ne démentait en rien l'expression aimable de ses traits. « Nous voici, dit-il à sa femme, en lui adressant un sourire. La promenade a vivement intéressé Édouard. » Le jeune Édouard ressemblait beaucoup à son père. Lui et sa sœur avaient l'air vraiment d'étrangers, et je compris ce que Miss Peabody entendait par « le teint jaune ». La présence de son mari parut rendre nerveuse madame Tanios. Elle lui présenta Poirot, mais me traita en quantité négligeable. Le docteur Tanios répéta aussitôt le nom de mon ami. « Poirot, monsieur Hercule Poirot, je connais ce nom-là. Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur Poirot ?»« Une affaire concernant une dame récemment décédée, Miss Emily Arundel. »« La tante de ma femme ? Eh bien ?» Lentement, Poirot annonça. « Sa mort soulève certaines questions. » Madame Tanios l'interrompit soudain. « Il s'agit du testament, Jacob. Monsieur Poirot a vu Teresa et Charles à ce sujet. » Le docteur Tanios se laissa tomber dans un fauteuil. « Ah, le testament. Un testament inique. J'ai tort de m'occuper de ce qui ne me regarde pas. » Poirot répéta notre entretien avec les deux Arundel. Il fit même plusieurs entorses à la vérité. Et, prudemment, émit l'opinion qu'on réussirait peut-être à faire annuler le testament. « Vous m'intéressez vivement, monsieur Poirot, dit Tanios. Je partage votre façon de voir. On pourrait tenter la chance. J'ai déjà consulté un homme de loi à ce sujet, mais il ne m'a guère encouragé. Oui, je suis tout prêt à tenter la chance. Ce ne serait pas la première fois, du reste, n'est-ce pas, Bella ?» Il adressa un sourire à sa femme, qui sourit à son tour, mais de façon plutôt machinale. Se retournant vers Poirot, il dit « Je ne suis pas moi-même un homme d'affaires, mais je certifie que ce testament a été établi à un moment où la vieille dame n'était pas responsable de ses actes. Cette chipie de Lawson est une femme rusée et adroite. » Madame Tanios s'agita nerveusement. Poirot la regarda et lui dit « Vous n'êtes pas de cet avis, madame ?» D'une voix faible, elle répondit « Miss Lawson s'est toujours montrée très bonne, et je ne voudrais pas voir en elle une femme rusée. »« Elle a été bonne pour toi, » dit le docteur Tanios, « parce qu'elle n'avait rien à redouter de toi, ma chère Bella. Tu te laisses si facilement rouler. » Il parlait d'un ton jovial, mais sa femme rougit. « Pour moi, c'était différent, » reprit Tanios. « Elle me détestait et ne se gênait guère pour le montrer. Je vais vous en donner un exemple. La vieille tante a fait une chute dans l'escalier pendant notre séjour à Little Green. J'insistais pour revenir la voir à la fin de la semaine. Miss Lawson fit son possible pour nous en dissuader. Elle ne réussit point, mais je devinais la raison de son dépit. Elle voulait Miss Arundel à elle seule. » De nouveau, Poirot se tourna vers la femme du médecin. « Est-ce aussi votre opinion, madame ?» Son mari ne lui donna pas le temps de répondre.
Bella est trop bonne, dit-il. Elle ne veut jamais voir les mauvaises intentions des gens. Mais je ne me trompe pas. Autre chose, monsieur Poirot, si vous voulez m'en croire, le secret de l'influence de Miss Lawson sur Miss Arundel était le spiritisme. Voilà par quel moyen elle a réussi. Vraiment? J'en suis certain, monsieur Poirot. J'ai été témoin de bien des faits du même genre. Vous seriez surpris de la facilité avec laquelle les gens se prêtent à ces pratiques, spécialement les personnes de l'âge de Miss Arundel. Je devine comment cela s'est passé. Un esprit, probablement l'esprit de son défunt père, lui a ordonné de modifier son testament et de léguer tous ses biens à la demoiselle Lawson. Miss Arundel se trouvait en mauvaise santé, portée à la crédulité. Madame Tanios remua faiblement. Poirot se tourna vers elle. « Croyez-vous la chose possible ?»« Réponds, Bella, lui dit son mari. Dis-nous ta façon de voir. » Il lui adressait des regards encourageants. Elle lui jeta un coup d'œil bizarre et dit en hésitant. « Je connais si mal ces choses. Après tout, tu as sans doute raison, Jacob. »« Si j'ai raison, certainement. N'est-ce pas, monsieur Poirot ?» Poirot acquiesça. « Oui, peut-être. » Puis il ajouta. « Vous étiez à Market Basing la semaine avant la mort de Miss Arundel, il me semble. » Nous sommes allés chez la tante de ma femme à Pâques, et nous y sommes retournés à la fin de la semaine suivante. C'est bien cela. Non, non, je veux parler de la semaine après le dimanche 26 avril. Vous y étiez ce dimanche-là, dit Poirot affirmatif. Oh, Jacob, tu es allé la voir ce dimanche-là? Madame Tanios regardait son mari avec de grands yeux étonnés. Oui, tu t'en souviens? J'y ai fait un saut dans l'après-midi. Je t'en ai parlé, voyons. Poirot et moi, nous observions la femme du médecin. D'un geste nerveux, elle repoussa son chapeau un peu en arrière. « Tu devrais t'en souvenir, Bella, » lui dit son mari. « Comme tu as la mémoire courte. » Elle s'excusa, un faible sourire aux lèvres. « Mais oui, j'ai une mémoire affreuse. C'est vrai, mais il y a près de 2 mois à présent. » Miss Teresa Arundel et Monsieur Charles Arundel s'y trouvaient également, il me semble. « Cela se peut, » dit Tanios tranquillement. « Je ne les ai pas vus. »« Alors, vous n'y êtes pas demeuré longtemps ?»« Oh non, à peine une demi-heure. » Le regard inquisiteur de Poirot sembla le gêner. « Autant vous dire la vérité tout de suite, » reprit-il en clignant de l'œil. « J'étais allé pour emprunter de l'argent, mais je n'y ai pas réussi. La vieille dame ne m'aimait guère. Je le crains. Dommage, car j'avais pour elle beaucoup de sympathie. Voulez-vous répondre franchement à une question, docteur Tanios ? Je crus lire une légère appréhension dans le regard du médecin. Certes, monsieur Poirot, répondit Tanios. Que pensez-vous de Charles et Teresa Arundel ? Le médecin parut soulagé et regarda sa femme avec un sourire plein d'affection. Bella, ma chérie, cela ne t'ennuie pas que je donne mon opinion sincère sur Charles et Teresa. Elle secoua la tête. Alors, voici ce que j'en pense. Tous les deux sont corrompus jusqu'à la moelle. Je préfère Charles à sa sœur. C'est un vaurien, mais un type sympathique. Ce n'est pas sa faute, s'il n'a aucun sens moral. Il est né comme cela. Et Teresa ? Je ne sais pas, dit-il d'un air hésitant. Elle est très séduisante, mais je la crois passionnée. Elle est capable de tuer quelqu'un de sang-froid. Voilà du moins mon idée. Vous savez, peut-être, que sa mère a été accusée de meurtre. Oui, mais elle a été acquittée, dit Poirot. En effet, dit vivement Tanios. Tout de même, cela donne à réfléchir. Connaissez-vous le jeune homme à qui elle est fiancée ? Donaldson ? Oui, il a soupé avec nous un soir. Que pensez-vous de lui ? C'est un jeune homme très fort. Il ira loin si la chance lui sourit. Il faut de l'argent pour se spécialiser. Vous voulez dire qu'il est fort dans sa profession ? Oui, c'est bien mon idée. Une intelligence de premier ordre. Mais, ajouta-t-il en souriant, jusqu'ici, il ne brille guère dans la société. Il se montre guindé et réservé à l'excès. Lui et Teresa forment un couple comique. L'attraction des contraires, sans doute.
Elle est un papillon et lui un ermite. Les 2 enfants tracassaient leur mère. « Maman, allons déjeuner. J'ai faim. Nous arriverons en retard. » Poirot jeta un coup d'œil à sa montre et poussa une exclamation. « 1000 pardons, je vous empêche de déjeuner. » Consultant son mari du regard, madame Tagnos balbutia. « Peut-être pourrions-nous vous offrir de… » Vivement, Poirot lui dit. « Vous êtes très aimable, madame, mais on m'attend pour déjeuner, et je suis déjà en retard. » Il serra la main des Tagnos et de leurs enfants. J'en fis autant. Nous nous attardâmes 1 minute ou 2 dans le vestibule de l'hôtel. Poirot téléphonait, et je l'attendais près du bureau. Soudain, j'aperçus madame Tagnos qui semblait chercher quelqu'un. Elle avait l'air d'une femme traquée. Dès qu'elle me vit, elle courut vers moi. « Votre ami, monsieur Poirot, est-il parti ?»« Non, il est dans la cabine téléphonique. »« Oh, vous désiriez lui parler ?» Elle inclina la tête et son trouble redoubla. À ce moment, Poirot, qui sortait de la cabine, nous vit tous les 2 et arriva vers nous en hâte. Elle inclina la tête. « Monsieur Poirot, commença-t-elle d'une voix basse et précipitée, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut que je vous parle. »« Bien, madame. »« C'est important, très important. Vous comprenez ?» Elle se tut. Le docteur Tagnos et les 2 enfants venaient d'apparaître à la porte du salon de correspondance. Monsieur Tagnos vint nous rejoindre. « Tu as encore un mot à dire à monsieur Poirot, Bella ?» Il parlait gaiement, sa figure éclairée par un plaisant sourire. « Oui, » fit-elle hésitante. « C'est tout, monsieur Poirot. Je désirais simplement que vous assuriez Teresa de notre intention de la soutenir en tout ce qu'elle entreprendra pour annuler ce testament. Je sens qu'entre parents on doit se soutenir. » Elle nous fit un petit salut aimable, puis, prenant le bras de son mari, elle se dirigea vers la salle à manger. Je pris Poirot par l'épaule. « Ce n'est pas cela qu'elle allait nous dire, Poirot. » Il hocha lentement la tête, regardant s'éloigner le couple Tagnos. « Elle a changé d'idée, ajoutai-je. »« Oui, mon ami, elle a changé d'idée. »« Pourquoi ?»« Je voudrais bien le savoir, » murmura-t-il. « Elle nous l'apprendra une autre fois, » dis-je d'un ton rassurant. « Je me le demande. Je crains qu'elle ne se taise à présent. » Chapitre 18. Anguille sous roche. Nous déjeunâmes dans un petit restaurant voisin. J'attendais anxieusement de connaître l'opinion de Poirot sur les différents membres de la famille Arundel. « Eh bien, Poirot ?» fis-je impatient. Il m'adressa un regard chargé de reproches et concentra toute son attention sur le menu. Ayant commandé le repas, il se jeta en arrière, rompit son pain en 2 et prononça d'un ton légèrement moqueur. « Eh bien, Hastings !»« Maintenant que vous les avez tous vus, qu'en pensez-vous ?»« Ma foi, » répondit Poirot sans se presser, « je les trouve tout à fait intéressants. On croirait ouvrir une boîte à surprises. Chaque fois que j'annonce « J'ai une lettre de Miss Arundel avant sa mort », j'apprends un fait nouveau. Miss Lawson me révèle la disparition de l'argent. Madame Tagnos me demande à brûle-pourpoint « Au sujet de mon mari ». Pourquoi au sujet de son mari? Pourquoi Miss Arundel m'aurait-elle écrit à moi, Hercule Poirot, au sujet du docteur Tagnos? Cette femme a quelque chose sur le cœur, dis-je. Oui, elle a un secret. Lequel? Miss Peabody nous a dit que Charles Arundel tuerait sa grand-mère pour 2 sous. Le docteur Tagnos prétend que Charles et Teresa sont corrompus jusqu'à la moelle, et il rappelle que leur mère était une meurtrière. Et du ton le plus indifférent, il déclare que Teresa est capable de tuer quelqu'un de sang-froid. Ils ont une jolie opinion les uns des autres, ces gens-là. Le docteur Tagnos pense, il prétend du moins, que la vieille demoiselle Arundel a subi une influence extérieure. Sa femme, avant son arrivée, n'était pas du tout de cet avis. Tout d'abord, elle se refuse à contester la validité du testament, puis elle fait volte-face.
Voyez-vous, Hastings, on dirait une casserole de liquide en train de bouillir, et de temps à autre remonte à la surface un fait significatif. Il y a quelque chose au fond. Oui, foi d'Hercule Poirot, il y a quelque chose là-dessous. Vous avez peut-être raison, mais tout cela est si vague, si nébuleux. Vous convenez pourtant avec moi qu'il y a quelque chose. Oui, fis-je hésitant, je commence à le croire. Poirot se pencha sur la table et me regarda dans le blanc des yeux. Vous avez changé, Hastings. Vous n'êtes plus le témoin amusé qui considériez d'un air dédaigneux les divertissements académiques. Mais dites-moi, mon ami, d'où vient votre présente conviction? Serait-ce de mon excellente logique? Non, n'est-ce pas? Une chose tout à fait indépendante a produit sur vous son effet. Voyons, Hastings, qu'est-ce qui a pu vous inciter à prendre l'affaire au sérieux? Je crois, répondis-je lentement, que c'est madame Tanios. Elle paraissait avoir peur. Peur de moi? Non, non, pas de vous, de quelqu'un d'autre. Tout d'abord, elle parlait tranquillement et de façon raisonnable. Naturellement, elle se plaignait des dispositions testamentaires de sa tante, mais à part cela, elle semblait résignée et disposée à laisser les choses en l'état. C'était l'attitude normale d'une femme bien élevée, mais plutôt apathique. Soudain, brusque changement, elle s'empresse d'adopter le point de vue de son mari. Puis elle vient nous retrouver dans le vestibule d'une manière presque furtive. Poirot m'encouragea d'un signe de tête. Encore un autre détail que vous n'avez peut-être pas remarqué. Je remarque tout, Hastings. Je veux parler de la visite de son mari à Little Green le dernier dimanche. Je jurerais qu'elle n'en savait rien, que ce fut pour elle une révélation, et pourtant elle lui emboîta aussitôt le pas, admit qu'il lui en avait parlé et qu'elle avait oublié. Je trouve cela bizarre. Vous avez parfaitement raison. Cette attitude est tout à fait significative. Cette entrevue avec les Tanios me donne une impression de peur. Poirot acquiesça de la tête. Vous fit-elle la même impression? Lui demandai-je. Oui, il y avait de la peur dans l'air, déclara Poirot. Et pourtant, ajouta-t-il, ce docteur Tanios vous a plu, n'est-ce pas? Il est agréable, bon vivant, sociable. En dépit de vos préjugés insulaires contre les étrangers de certains pays, vous le trouvez très sympathique. En effet. Dans le silence qui suivit, j'observais Poirot. Enfin, je lui demandai. À quoi pensez-vous, Poirot? Je songe à différentes personnalités criminelles célèbres, toutes bien sympathiques. Mon Dieu, Poirot, soupçonneriez-vous le docteur Tanios? Non, non, Hastings, ne vous hâtez pas de conclure. Je vous fais simplement remarquer qu'il serait imprudent de se fier à nos réactions personnelles en face des individus. Il importe de se laisser guider non par les sentiments, mais par les faits. Fis-je. Les faits nous font plutôt défaut. Non, non, Poirot, je vous en prie, inutile de les récapituler. Je serai bref, mon ami. Tout d'abord, nous sommes en présence d'une tentative de meurtre. Vous l'admettez, n'est-ce pas? Oui, je l'admets. Jusque-là, je conservais un certain scepticisme vis-à-vis de ce que je considérais comme la reconstitution fantaisiste des événements de la nuit du mardi de Pâques. J'étais obligé à présent d'admettre la logique des déductions de mon ami. « Très bien, dit Poirot. Or, une tentative de meurtre implique un meurtrier. Une des personnes qui passèrent cette nuit-là à Little Green est donc coupable de meurtre. En intention, sinon de fait. Je vous l'accorde. Voilà notre point de départ. Le meurtrier. Nous opérons quelques petites recherches, et que faisons-nous apparaître? Des accusations très intéressantes, glissées au hasard de la conversation. Était-ce bien au hasard? Impossible de rien affirmer pour l'instant. L'air tout à fait innocent dont Miss Lawson nous a appris que Charles a menacé sa tante était peut-être fin. Les remarques du docteur Tanios sur Teresa Arundel
ne cachait peut-être aucune malice. Quant à Miss Peabody, elle exprimait sans doute son opinion sincère sur les penchants de Charles Arundel. Et ainsi de suite. Un dicton parle d'une anguille sous roche. Eh bien, moi, je devine qu'il y a anguille sous roche. Et notre anguille est un meurtrier. Poirot, j'aimerais bien connaître ce que vous en pensez réellement. Hastings, je ne me permets pas de penser. Du moins, dans le sens que vous donnez à ce mot, je me contente de faire certaines réflexions. Telles que, je considère d'abord le mobile. Pourquoi aurait-on tué Miss Arundel ? De toute évidence, pour hériter de sa fortune. À qui la mort de Miss Arundel aurait-elle profité si la vieille demoiselle était morte le mardi de Pâques ? À tous, sauf à Miss Lawson. Précisément. Voilà du moins une personne automatiquement hors de cause. On le dirait, en effet, soupira Poirot. D'autre part, la demoiselle de compagnie, qui n'aurait rien gagné par la mort de Miss Arundel le mardi de Pâques, recueille tout l'héritage lorsque la mort survient 2 semaines après. Où voulez-vous en venir ? Demandai-je intrigué. La cause et les faits, mon ami. La cause et les faits. Je lui lançai un regard perplexe. Procédons logiquement. Que se passe-t-il après l'accident ? Miss Arundel s'alit, hasardai-je avec prudence. Très bien. Elle a tout le temps de réfléchir. Ensuite, elle vous écrit. Poirot approuva de la tête. Oui, elle m'écrit, mais la lettre ne fut pas mise à la poste. Quel malheur ! Découvrez-vous quelque chose de louche dans le retard apporté à l'expédition de cette lettre ? Poirot fronça le sourcil. Je dois avouer mon ignorance sur ce point, mon cher Hastings. Je crois, mais je n'en suis pas sûre, que cette lettre a été retardée sans intention, et qu'elle a été écrite à l'insu de tous. Voyons, qu'arrive-t-il ensuite ? Je réfléchis. La visite du notaire ? Oui, Miss Arundel fait appeler son notaire qui arrive à temps. Et elle modifie son testament. Précisément, elle modifie son testament, de façon tout à fait inattendue. Au sujet de ce testament, rappelons-nous les explications que nous a données Hélène. Si vous vous souvenez, elle nous a dit que Miss Lawson prit bien soin que Miss Arundel n'apprit point l'absence nocturne de Bob. Ah, je vois. Mais non. Est-ce que par hasard je commencerai à comprendre ? J'en doute, dit Poirot, mais si vous devinez mon point de vue, vous comprendrez, je pense, l'importance de la déclaration d'Hélène. Poirot me regardait fixement. Bien sûr, me hâtai-je de répondre. Et ensuite, poursuivit Poirot, les faits se précipitent. Charles et Teresa viennent à Little Green passer la fin de la semaine, et Miss Arundel montre à Charles son Nouveau Testament. Du moins, il le dit. Vous ne le croyez pas ? Je ne crois que ce que je puis contrôler. Miss Arundel ne le montre pas à Teresa. Parce qu'elle pense que Charles lui en parlera. Mais il ne lui en dit rien. Pourquoi ? Charles soutient qu'il le lui a dit. Teresa prétend le contraire, au cours d'une petite lutte très suggestive entre le frère et la sœur. Et lorsque nous les quittons, elle le traite de fou. Je m'embrouille de plus en plus, Poirot, lui dis-je d'un air mortifié. Reprenons la suite des faits. Le docteur Tanios revient le dimanche, à l'insu de sa femme. C'est possible. C'est même certain. Disons que la chose semble probable. Et ensuite, le lundi, Charles et Teresa quittent Little Green, laissant leur tante en parfaite santé morale et physique. Après un bon dîner, Miss Arundel fait du spiritisme dans l'obscurité, en compagnie des demoiselles Tripp et de la Lawson. Vers la fin de la séance, elle se sent malade. Elle se couche et meurt 4 jours après. Miss Lawson devient l'héritière de toute sa fortune et mon ami, le capitaine Hastings, prétend que Miss Arundel est morte de mort naturelle.
tandis qu'Hercule Poirot, le grand détective, affirme sans aucune preuve qu'on lui a administré un poison. »« Pardon ? J'en possède une preuve, Hastings. Rappelez-vous notre conversation avec les demoiselles Tripp, et le fait confirmé par les propos décousus de Miss Lawson. Vous faites allusion à ce riz au curry que Miss Arundel mangea à son dîner. Le curry pourrait aisément dissimuler un poison. Est-ce là votre idée, Poirot ? » ?»« Oui, le curry peut aussi nous intéresser. » »« Si, malgré l'affirmation du médecin, vous déclarez que la vieille demoiselle a été empoisonnée, seule Miss Lawson, ou une des servantes, a pu commettre le crime. » »« Je me le demande. »« Ou bien une des Tripp ? Quelle absurdité ! Voyons, toutes ces personnes sont évidemment innocentes. » Le détective haussa les épaules. « Souvenez-vous de ceci, Hastings. La sottise et la ruse vont souvent de pair. Rappelez-vous la première tentative de meurtre. Ce n'était pas le fait d'un raisonnement particulièrement habile et compliqué. Il s'agissait d'un petit meurtre tout simple, inspiré par l'habitude de Bob de laisser sa balle sur la première marche. L'idée de tendre un fil en travers de l'escalier est ridiculement simple. Un enfant aurait pu y penser. » Je fronçai le sourcil. « Vous dites… »« Je dis, Hastings, que nous ne voulons prouver qu'une chose, le désir de tuer. Rien de plus. » Le poison a dû être très habilement choisi pour ne laisser aucune trace. Oh, je ne veux plus entendre parler de cette histoire, Poirot. Je n'y crois pas. Vous ne savez rien. Tout cela n'est qu'hypothèse de votre part. Détrompez-vous, mon ami. De nos différents entretiens de ce matin, j'ai encore apporté quelques renseignements très légers. Je l'accorde, mais qui pour moi ont un sens indiscutable. Toutefois, j'hésite. J'ai peur. Peur de quoi ? D'une voix grave, Poirot me répondit. De réveiller le chat qui dort. À présent, notre meurtrier dort tranquille. L'expérience nous a appris à vous et à moi que le meurtrier, troublé dans sa tranquillité, se retourne et tue une seconde, et même une troisième fois. Voilà donc ce que vous redoutez. Oui, s'il y a anguille sous roche, si nous avons un meurtrier, ce dont je suis presque certain, Hastings. Chapitre 19. Visite à Monsieur Purvis. Poirot demanda l'addition et la régla. « Que faisons-nous maintenant ?» lui demandai-je. « Ce que vous m'avez suggéré ce matin. Nous allons à Harchester voir Monsieur Purvis. Voilà pourquoi j'ai téléphoné à l'hôtel Durham. »« Vous avez téléphoné à Purvis ?»« Non, à Teresa Arundel. Je l'ai prié de me donner une lettre d'introduction pour le notaire de sa tante. Pour être reçu auprès de ce personnage, nous devons être accrédités par la famille. Elle m'a promis de me faire porter un mot à mon appartement. Il doit être là à nous attendre. » Non seulement nous trouvâmes la lettre, mais Charles Arundel venu la porter en personne. « Vous êtes bien installé, monsieur Poirot ?» remarqua le jeune homme en jetant un coup d'œil autour du salon. À cet instant, mon regard fut frappé par un tiroir imparfaitement clos. Un bout de papier dépassant gênait la fermeture. Or, Poirot est incapable de mal fermer un tiroir. Je scrutais le visage de Charles. Le jeune homme était demeuré seul au salon en attendant notre retour. Il avait sûrement passé le temps à fouiller dans les papiers de Poirot. Quel jeune filou ! Je bouillais d'indignation. Charles paraissait de fort belle humeur. « Voici, dit-il en tendant la lettre à Poirot. Tout est en ordre. Je vous souhaite d'avoir plus de chance que nous auprès du vieux Purvis. Il ne vous a laissé que peu d'espoir. Aucun. Il nous a plutôt découragés. Selon lui, la Lawson ramasse tout et nous ne pouvons rien contre elle. Vous et votre sœur, avez-vous songé à faire appel à son bon cœur ?» Charles ricana. « Certes, j'y ai bien pensé, mais rien à faire. En vain ai-je déployé mon éloquence et brossé un tableau pathétique de la brebis galeuse et déshéritée, une brebis pas si galeuse qu'on le prétend. Impossible d'émouvoir cette femme sans cœur. Elle me déteste, je ne sais pourquoi. D'habitude, les vieilles femmes m'accordent toute leur sympathie. Elle s'imagine qu'on ne m'a jamais bien compris.
Vous en avez sans doute profité. Jusqu'ici, j'y ai trouvé de grands avantages. Mais avec la Lawson, rien à faire. Elle hait les hommes en général et a dû brandir le drapeau des suffragettes dans le bon temps d'avant-guerre. Eh bien, dit Poirot en hochant la tête, si les méthodes simples échouent, nous irons jusqu'au crime, déclara Charles gaiement. Ah, fit Poirot, à propos de crime, jeune homme, est-il vrai que vous avez menacé votre tante de lui faire son affaire, ou quelque chose qui revient au même? Charles s'assit dans un fauteuil, étendit les jambes et regarda fixement Poirot. « Qui vous a dit cela ?» demanda-t-il. « Qu'importe. Est-ce vrai ?» « Il y a bien là un peu de vérité. »« Allons, voyons, racontez-moi cela. »« Je vais vous la dire si vous y tenez. » Il n'y a d'ailleurs rien de mélodramatique dans cette histoire. J'avais essayé de soutirer un peu d'argent à ma tante, sans y réussir. Tante Émilie me fit comprendre l'inutilité de toute tentative. Sans m'emporter, je lui dis « Prenez garde, tante Émilie. De la façon dont vous vous comportez, vous finirez par attirer quelques menaces sur vous. » Elle me demanda d'un ton dédaigneux ce que j'entendais par là. « Simplement ceci, lui dis-je. Vos parents attendent que vous vouliez bien leur donner un peu d'argent. Tous sont pauvres comme des rats d'église. Mais vous préférez garder tout pour vous. Voilà comment les gens se font tuer. Si un jour on vous assassine, vous serez seul à blâmer. » Alors elle me regarda par-dessus ses lunettes, d'un air mauvais, et me dit d'un ton sec « Ah, voilà ton opinion. »« Oui, je vous conseille de lâcher un peu de lest. »« Merci de ton conseil, Charles, mais je suis capable de me défendre. »« Comme vous voudrez, ma tante. En tout cas, vous êtes prévenue, ajoutai-je en riant. »« Je m'en souviendrai, fit-elle. Et voilà tout. »« Alors, dit Poirot, vous vous êtes contenté d'un peu d'argent trouvé dans un tiroir. » Charles le dévisagea et éclata de rire. « Monsieur Poirot, je vous tire mon chapeau. Vous êtes un vrai limier. Comment avez-vous découvert ce fait ?»« C'est donc vrai. »« Oh oui, c'est vrai. Je me trouvais sans un sou, et il me fallait un peu d'argent. J'ai aperçu une belle petite liasse dans un tiroir, et je me suis servi, bien modestement. J'espérais que ma légère soustraction passerait inaperçue. Si on la découvre, on accusera les bonnes, pensai-je. Poirot répliqua d'un ton sec. C'eût été une vilaine histoire pour les servantes, si l'on avait eu cette idée. Chacun pour soi, fit Charles en haussant les épaules. Et le diable pour tous. Voilà votre façon de voir, dit Poirot. Charles l'observait avec curiosité. Je ne me doutais guère qu'elle s'en était aperçue. Comment l'avez-vous appris et qui vous a répété cette conversation entre moi et ma tante ? Miss Lawson. La vieille toupie. Charles paraissait légèrement troublé. Il ajouta. Elle ne m'aime pas et elle déteste Teresa. Pensez-vous qu'elle nous réserve encore d'autres surprises ? Lesquelles ? demanda Poirot. Je n'en sais rien. Je la crois mauvaise comme la gale. Elle déteste Teresa, répéta-t-il. Monsieur Arundel, saviez-vous que le docteur Tanios est venu voir votre tante le dimanche avant sa mort ? Comment ? Ce même dimanche où nous nous y trouvions, Teresa et moi ? Oui. Vous ne l'avez pas vu ? Non, l'après-midi nous sommes sortis nous promener. Il a dû venir pendant notre absence. Je trouve bizarre que tante Émilie ne nous en ait pas parlé. Qui vous l'a dit ? Miss Lawson. Toujours la Lawson. Une vraie mine d'informations. Après une pause, Charles dit. J'aime bien Tanios. C'est un type charmant, gai et toujours souriant. Il possède, certes, une personnalité attrayante, observa Poirot. Charles se leva. À sa place, il y a longtemps que j'aurais tué cette horrible Bella. Elles semblent toutes désignées pour faire une victime. Je ne serais pas surpris d'apprendre un jour qu'on l'a trouvée coupée en morceaux dans une malle, à Margate ou ailleurs. Vous n'attribuez pas un beau rôle à son mari, le bon médecin, dit Poirot d'un ton sévère. Non, dit Charles, pensif. Mais je ne crois pas Tanios capable de faire du mal à une mouche. Il a trop bon cœur. Et vous ? Tueriez-vous quelqu'un si cela en valait la peine ? Charles éclata de rire, d'un rire franc et sonore.
Vous voulez me faire parler, monsieur Poirot ? Rien à faire. Je jure n'avoir pas mis. Il s'interrompit un instant, puis acheva. De la strychnine dans le potage de tante Émilie. Agitant légèrement la main, il nous dit au revoir et sortit. Voulez-vous l'effrayer, Poirot ? Demandai-je. Vous n'y avez pas réussi. Il n'a montré aucune réaction susceptible de vous faire croire à sa culpabilité. Non, non, il a conservé tout son calme. C'est curieux, cette pause, dit Poirot. Pause ? Juste avant de prononcer le mot strychnine, comme s'il allait dire autre chose. Je haussai les épaules. Il cherchait sans doute le nom d'un poison violent. Possible, Hastings. Possible. Mais il est temps que nous partions. Nous passerons la nuit à Market Basing. 10 minutes plus tard, nous traversions Londres à toute allure pour gagner la campagne. Arrivés à Harchester à 4 heures, nous nous dirigeâmes vers les bureaux de Purvis, Charlesworth et Purvis. Monsieur Purvis était un homme solide, aux cheveux blancs et à la figure rose. Il avait un peu l'allure d'un gentilhomme campagnard. Ses manières étaient courtoises, mais réservées. Il lut la lettre que nous lui avions remise, puis nous regarda par-dessus son bureau, d'un œil vif et scrutateur. « Naturellement, je vous connais de nom, dit-il à Poirot, avec politesse. Miss Arundel et son frère ont, à ce que je vois, eu recours à vos services en cette affaire de testament. Mais je ne discerne pas bien en quoi vous pourriez leur être utile. Disons, si vous le voulez, que je peux prendre des renseignements complémentaires. » Le notaire répliqua d'un ton sec. « Miss Arundel et son frère m'ont déjà consulté sur leur situation légale. Le testament est tout à fait clair et ne prête à aucune fausse interprétation. »« Parfaitement, parfaitement, » dit vivement Poirot. « Vous ne refuserez pas toutefois de me donner quelques renseignements. »« À votre service, » fit le notaire en inclinant la tête. Poirot commença. « Miss Arundel vous a écrit pour vous donner ses instructions le 17 avril, n'est-ce pas ?» Monsieur Purvis consulta des papiers sur la table devant lui. « Oui, c'est exact. »« Pouvez-vous me dire ce qu'elle vous mandait ?»« Elle me priait de préparer un nouveau testament, comportant des legs aux 2 servantes et à 3 ou 4 œuvres de charité. Le reste de ses biens allait entièrement à Wilhelmina Lawson. » « Excusez-moi, mais ce testament ne vous a-t-il pas surpris ?»« J'en fus surpris, je l'avoue. »« Miss Arundel avait-elle déjà fait un testament ?»« Oui, il y a 5 ans. » « Par ce document, elle laissait ses biens, en dehors de quelques petits legs, à ses neveux et nièces, il me semble. La totalité de ses biens devait être divisée entre les enfants de son frère Thomas et la fille d'Arabella Biggs, sa sœur. Que devint ce testament ? À la requête de Miss Arundel, je le lui apportai lors de la visite à Little Green, le 21 avril. Je vous serai très obligé, monsieur Purvis, de me donner un compte-rendu détaillé de ce qui se passa à cette occasion. Après un instant de réflexion, le notaire parla d'une voix précise. J'arrivai à Little Green à 3 heures de l'après-midi. Un de mes clercs m'accompagnait. Miss Arundel me reçut dans le salon. « Comment l'avez-vous trouvée ?» Elle me parut en bonne santé, bien qu'elle marchât avec une canne. Elle avait, paraît-il, fait une chute dans l'escalier quelques jours auparavant. Elle me sembla nerveuse et plus agitée que d'ordinaire. Miss Lawson se trouvait-elle là ? Elle lui tenait compagnie à mon arrivée, mais elle se retira aussitôt. Et alors ? Miss Arundel me demanda si j'avais suivi ses instructions et si j'avais apporté le testament pour sa signature. Je lui dis que oui. L'homme de loi hésita un moment, puis il reprit avec raideur. « Je puis vous certifier que, autant qu'il m'est permis de le faire, j'ai adressé des remontrances à Miss Arundel, lui faisant comprendre que ce testament serait considéré comme une injustice flagrante envers les membres de sa famille. »« Et que répondit-elle » Elle me demanda si l'argent était bien à elle et si elle pouvait en disposer à sa guise. Je lui répondis que oui, tout en lui faisant remarquer qu'elle ne connaissait Miss Lawson que depuis peu de temps.
Je lui demandai alors si elle avait une raison valable de déshériter ainsi sa propre famille. Elle me répondit « Mon cher ami, je sais parfaitement ce que je fais. » Vous disiez qu'elle était agitée. Oui, je le soutiens, mais j'ajouterais qu'elle était en pleine possession de ses facultés. Dans le sens le plus strict du mot, elle possédait la compétence voulue pour diriger elle-même ses affaires. Bien que ma sympathie soit entièrement acquise à la famille Arundel, je me croirais obligé de l'affirmer devant n'importe quel tribunal. Et c'est entendu. Continuez, je vous en prie. Miss Arundel relut le testament déjà existant, puis elle tendit la main pour saisir celui que je venais de rédiger. J'aurais préféré lui soumettre un brouillon d'abord, mais elle avait insisté pour que je lui apporte l'acte prêt pour la signature, ses dispositions étant très simples. Elle le lut, approuva de la tête et dit qu'elle allait le signer. Je crus de mon devoir d'émettre une dernière protestation. Elle m'écouta patiemment, puis déclara que sa décision était irrévocable. Je fis venir mon clerc. Le jardinier et lui servirent de témoins. Les servantes ne pouvaient témoigner, étant donné qu'elles-mêmes étaient bénéficiaires de par cet acte. Ensuite, vous confia-t-elle la garde de ce document ? Non, elle le plaça dans un tiroir de son bureau, qu'elle ferma à clé. Qu'advint-il du testament précédent ? L'a-t-elle détruit ? Non, elle le rangea avec l'autre dans le tiroir. Où trouva-t-on le testament après sa mort ? Dans ce même tiroir. Comme exécuteur testamentaire, je me fis remettre les clés de la défunte et je parcourus ses papiers. Les 2 testaments se trouvaient-ils dans le tiroir ? Oui, à la place exacte où elle les avait mis. Excusez-moi d'insister. Êtes-vous sûr d'avoir posé suffisamment de questions à Miss Arundel au sujet de cette étrange décision ? Certes, mais je n'obtins jamais de réponse satisfaisante. Elle m'affirma, toujours sans commentaire, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Vous fûtes néanmoins surpris. Bien sûr, Miss Arundel ayant toujours témoigné un grand sens de ses devoirs familiaux. Après un moment de silence, Poirot demanda « Sans doute n'avez-vous pas abordé ce sujet avec Miss Lawson ?»« Oh non, ce ne serait pas convenable, » répondit M. Purvis, l'air scandalisé. « Miss Arundel vous aurait-elle laissé entendre que Miss Lawson savait que le testament allait être modifié en sa faveur ? Au contraire, je lui demandai si Miss Lawson était au courant de ce changement. Elle me répondit vivement que sa demoiselle de compagnie n'en savait rien. Il en valait mieux ainsi, et j'approuvais Miss Arundel de sa discrétion. Pourquoi cette discrétion vous plaisait-elle ? Il est toujours préférable de ne pas dévoiler de telles dispositions à leurs bénéficiaires. Cela peut parfois entraîner une déception par la suite. Ah » Poirot poussa un long soupir. « Je devine votre pensée. Il vous semblait probable que Miss Arundel aurait changé d'idée dans quelque temps. » Le notaire inclina la tête. « En effet, je m'imaginais que Miss Arundel avait eu quelque violente dispute avec sa famille. Une fois calmée, pensai-je, elle se repentira et reviendra sur sa décision. Dans ce cas, qu'aurait-elle fait ? Elle m'aurait demandé de préparer un autre testament. Peut-être aurait-elle tout simplement déchiré le dernier, l'autre reprenant ainsi sa valeur. C'est discutable, cher monsieur, tout testament précédent ayant été révoqué par la testatrice. Miss Arundel ne possédait sans doute pas suffisamment de connaissances légales pour prévoir ce cas. Elle se serait imaginé qu'en détruisant le dernier testament, le précédent redevenait valable. C'est très possible. Et si elle était morte intestat, sa fortune revenait à sa famille, n'est-ce pas ? Oui, la moitié à Madame Tanios et l'autre moitié à partager entre Charles et Teresa Arundel. Mais elle mourut sans avoir modifié le testament déshéritant sa famille. « Et voilà, » dit Poirot, « où j'interviens. » Le notaire le regarda avec curiosité. Poirot se pencha en avant. « Supposons que Miss Arundel, à son lit de mort, ait voulu détruire ce testament. Supposons qu'elle ait cru l'avoir détruit, mais qu'en réalité, elle ait détruit le premier. »« Non, » dit M. Purvis, « les 2 documents étaient intacts. »« Supposons alors qu'elle ait détruit un faux testament, croyant détruire le document réel. Elle était très malade, souvenez-vous-en. Il eût été facile de la duper. »« Il faudrait en fournir la preuve, » répliqua le notaire.
Évidemment, évidemment. Avez-vous quelque raison de soupçonner qu'il se soit produit pareille chose ? Poirot recula légèrement. Je ne voudrais pas aller jusque-là. Naturellement, dit M. Purvis. Cependant, je vous le dis en stricte confidence, cette affaire offre des anomalies assez curieuses. Pas possible. Vraiment ? M. Purvis se frottait les mains de plaisir anticipé. Ce que je désirais savoir de vous, et je le sais à présent, reprit Poirot, c'est que vous êtes d'avis que Miss Arundel aurait tôt ou tard changé d'idée et serait revenue à de meilleurs sentiments envers sa famille. Ce n'est là qu'une opinion toute personnelle, précisa le notaire. Je comprends, cher monsieur. Êtes-vous le conseiller de Miss Lawson ? Non, je lui ai demandé de consulter un avocat en dehors de nous, dit M. Purvis d'un ton sec. Poirot lui serra la main en le remerciant de son amabilité. Chapitre 20. Seconde visite à Little Green. Pendant le court trajet en automobile de Harchester à Market Basing, Hercule Poirot et moi nous discutâmes de la situation. Cette suggestion que vous venez de faire au sujet du testament, Poirot, repose-t-elle sur quelque fait connu de vous ? Non, mon ami. J'ai dit que Miss Arundel croyait peut-être avoir déchiré ce testament pour les besoins de la cause. Il fallait bien produire un argument quelconque. M. Purvis est un malin. Si je n'avais laissé échapper quelque allusion dans ce genre, il se serait demandé ce que je venais faire dans l'histoire. Savez-vous à quoi vous me faites penser, Poirot ? Non, mon ami. À un jongleur dont les balles de différentes couleurs se trouvent tout en l'air en même temps. Les balles de différentes couleurs sont les mensonges que je raconte, hein ? C'est cela même. Et vous guettez le moment où tout cet échafaudage de mensonges s'écroulera avec fracas. Vous ne pouvez continuer à mentir impunément, remarquai-je. C'est vrai. Un jour prochain, je rattraperai ces balles l'une après l'autre. Je tirerai ma révérence au public et je quitterai la scène. Au bruit d'un tonnerre d'applaudissements. Poirot me regarda d'un air méfiant. Peut-être que oui. Purvis ne nous a pas appris grand-chose, observai-je. Non, ces dires ont simplement confirmé les données générales que nous possédons sur l'affaire. Et corroboré la version de Miss Lawson. La demoiselle de compagnie ignorait tout du testament avant la mort de sa patronne. Je ne vois pas que les dires de M. Purvis corroborent en quoi que ce soit cette affirmation de Miss Lawson. Voyons, Poirot, Purvis a conseillé à Miss Arundel de ne pas parler à sa dame de compagnie et Miss Arundel a certifié qu'elle n'avait nullement l'intention de mettre celle-ci au courant de ses dernières volontés. Oui, tout cela vous paraît clair, mon ami. Mais n'oubliez pas qu'il existe des trous de serrure et des clés pour ouvrir les tiroirs. Soupçonneriez-vous Miss Lawson d'écouter aux portes et de fouiller les armoires ? Demandai-je, scandalisé. Poirot sourit. Miss Lawson n'appartient pas à la vieille école, mon cher. Nous savons qu'elle a surpris des propos nullement destinés à ses oreilles. Je parle de cette conversation entre la tante et le neveu, où Charles parlait de morts violentes menaçant les vieilles parentes riches et avares. Je dus l'admettre. Elle peut aussi avoir entendu la conversation entre M. Purvis et Miss Arundel, d'autant mieux qu'il possède une voix plutôt forte. Pour ce qui est d'écouter aux portes et de fouiller les tiroirs, poursuivit Poirot, vous ne soupçonneriez pas le nombre de personnes qui se livrent à ces petites indélicatesses. Les gens timides et peureux comme Miss Lawson acquièrent facilement ces habitudes inavouables qui leur procurent une grande distraction dans leur solitude morale. Tout de même, Poirot, protestai-je. Il hocha longuement la tête. Mais si, mon ami, mais si. Arrivés à Market Basing, nous prîmes 2 chambres à l'hôtel, puis nous nous dirigeâmes vers Little Green. À notre coup de sonnette, Bob répondit par un furieux aboiement. Il traversa le vestibule et se jeta contre la porte d'entrée. Un doux murmure vint s'ajouter au cri du chien. « Voyons, Bobby, tu es un bon chien. Entre ici. » Bob, entraîné par le collier, fut enfermé malgré lui dans le petit salon. Hélène tira les verrous et ouvrit la porte d'entrée. « Oh, c'est vous,
s'exclama-t-elle, une expression de joie éclairant son visage. « Veuillez vous donner la peine d'entrer, je vous prie. » Nous pénétrâmes dans le vestibule. De dessous la porte, à gauche, nous parvenaient des reniflements mêlés de grognements. Bob s'efforçait de nous identifier. « Vous pouvez le lâcher, » observai-je. « Je veux bien, monsieur. Il n'est pas méchant, mais il fait un tel vacarme qu'il effraie les gens. C'est un excellent chien de garde. » Elle ouvrit la porte du petit salon et Bob se précipita au dehors avec la vitesse d'un boulet de canon. « Parfait. Voilà qui est mieux, » dit Poirot, la suivant dans le petit salon et s'installant dans un fauteuil. Je me disposais à le rejoindre lorsque Bob surgit de quelque coin mystérieux, sa balle à la gueule. Il s'élança dans l'escalier et s'étendit sur la marche supérieure, sa balle entre les pattes de devant. Il remuait doucement la queue. « Venez, me disait-il, venez, nous allons faire une partie. » Pendant un moment, j'oubliais mon rôle de détective et jouais avec le chien. Au bout de quelques minutes, pris de scrupules, je me rendis au petit salon. Poirot et Hélène étaient plongés dans une conversation sur les maladies et les médicaments. « Oui, monsieur, Miss Emily prenait des petites pilules blanches. 2 ou 3 après chaque repas, selon l'ordonnance du docteur Granger. Oh, elle y pensait sérieusement. Il y avait aussi un autre médicament. Miss Lawson ne jurait que par ça. Des capsules. Les capsules du docteur Lowbarrow pour le foie. On en voit des réclames sur tous les murs. »« Ah, elle prenait aussi ces capsules ? » ?»« Oui, Miss Lawson lui en a apporté pour commencer, et elle a trouvé que ce remède lui faisait du bien. » »« Le docteur Granger le savait-il ? » ?»« Oh, il n'y attachait pas d'importance. »« Prenez-les, si vous croyez que cela vous convient, » lui disait-il. « Prenait-elle autre chose ? » ?»« Non, le mari de Miss Bella, le médecin étranger, lui rapporta un jour une potion. Elle l'en remercia par politesse, mais elle vida le flacon. Je puis le certifier. Et elle a bien fait, car on ne sait jamais avec ces médecins étrangers. Madame Tanios vit sa tante verser le médicament dans l'évier, n'est-ce pas ? Oui, et la pauvre dame en fut bien ennuyée. Cela me fit de la peine, car son mari était certainement animé de bonnes intentions. Sans doute, sans doute. Je suppose que l'on a jeté tous les médicaments après la mort de Miss Arundel. Cette question surprit Hélène. Oh oui, monsieur. L'infirmière en a jeté une partie, et Miss Lawson s'est débarrassée de tout ce qui restait dans la pharmacie de la salle de bain. Est-ce là que se trouvait la boîte de capsules du docteur Lowbarrow ? Non. On les laissait dans le placard de la salle à manger, afin de les trouver à portée de la main après chaque repas, suivant les directives du médecin. Pouvez-vous me donner le nom et l'adresse de l'infirmière qui a soigné Miss Arundel ? Hélène les fournit aussitôt. Poirot parla de la visite inattendue du docteur Tanios le dimanche avant la mort de la vieille demoiselle. « Parfaitement, monsieur, » lui dit Hélène. « Monsieur Charles et Miss Teresa étaient allés se promener. On n'attendait pas le docteur Tanios. Notre maîtresse était étendue sur son lit et elle fut étonnée lorsque je lui annonçai l'arrivée du docteur. « Le docteur Tanios ?» fit-elle. « Est-ce que madame Tanios l'accompagne ?»« Demeura-t-il longtemps ?»« Pas plus d'1 heure, monsieur. En s'en allant, il avait l'air ennuyé. Auriez-vous quelque idée du but de cette visite ? » ?»« Ma foi, non, monsieur. » »« Vous auriez pu, par hasard, entendre quelque chose ? » Elle rougit aussitôt. « Non, monsieur, je n'ai rien entendu. Je n'écoute jamais aux portes, si d'autres se permettent de le faire. »« Oh, vous vous méprenez sur le sens de mes paroles, » dit Poirot en s'excusant. « Je pensais simplement que vous auriez pu entrer au salon pour servir le thé pendant que le docteur Tanios se trouvait près de Miss Arundel. Ainsi, malgré vous, vous auriez entendu la conversation entre votre maîtresse et son visiteur. » Elle se radoucit. « Excusez-moi, monsieur, je n'avais pas compris. Le docteur Tanios n'a pas pris le thé. » Poirot regarda son interlocutrice et cligna de l'œil d'un air malicieux. « Pour savoir ce que le docteur Tanios est venu faire ici, je devrais plutôt m'adresser à Miss Lawson, n'est-ce pas ? Si elle ne peut vous renseigner, personne n'en est capable, monsieur, » répliqua Hélène.
Voyons, fit Poirot, fronçant le sourcil comme s'il essayait de rappeler ses souvenirs. La chambre de Miss Lawson se trouve-t-elle à côté de celle de Miss Arundel? Non, monsieur, la chambre de Miss Lawson est à droite, en haut de l'escalier. Voulez-vous que je vous la montre? Poirot accepta cette offre. En montant l'escalier, il se tenait près du mur. Arrivé au haut, il poussa une exclamation en se baissant pour regarder le bas de son pantalon. « Ah, je viens de m'accrocher. Tiens, il y a une pointe dans la plainte. »« En effet, monsieur, c'est une pointe qui sort. J'y ai accroché ma jupe 1 ou 2 fois. »« Y a-t-il longtemps qu'elle sort ainsi ?»« Depuis quelque temps, je le crains, monsieur. Je l'ai remarqué lorsque ma maîtresse s'est alitée après l'accident. J'ai essayé de l'enlever, mais sans y réussir. Je pense qu'on a dû y accrocher une ficelle. »« Vous avez raison, monsieur. Je me souviens d'y avoir vu une boucle de petites ficelles. Je ne vois pas à quoi cela a pu servir. » La voix d'Hélène ne trahissait aucun soupçon. Pour elle, il s'agissait d'un de ces menus détails auxquels il convient de n'attacher aucune importance et qui ne demandent aucune explication. Poirot pénétra dans la pièce en haut de l'escalier. Je l'accompagnai. Dans cette pièce de dimension moyenne, éclairée par 2 fenêtres, on voyait dans un coin une coiffeuse et entre les fenêtres une grande armoire à glace. À droite de la porte se trouvait le lit et, à gauche, une table de toilette au-dessus de marbre. L'air songeur, Poirot regarda longuement autour de lui, puis regagna le palier. Il suivit le corridor, passa devant 2 autres chambres et arriva devant la grande chambre à coucher de Miss Arundel. « L'infirmière occupait la petite chambre à côté, » expliqua Hélène. Poirot hocha pensivement la tête. Comme nous descendions l'escalier, il demanda si nous pouvions faire le tour du jardin. « Oh oui, si cela vous fait plaisir, monsieur. Il est si beau en ce moment, » dit Hélène. « Le jardinier l'entretient-il toujours ?»« Angus ? Oui, Angus continue à y travailler. Miss Lawson tient à ce que tout reste en ordre. »« Je l'approuve, » dit Poirot. « Laisser une propriété à l'abandon est une mauvaise politique. » Nous nous promenâmes dans le jardin, où s'épanouissaient les pois lupins, les pieds d'alouette et les énormes coquelicots écarlates, tandis que les pivoines entr'ouvraient seulement leurs gros boutons. Dans une petite cabane, nous aperçûmes le vieux jardinier. Il nous salua respectueusement et Poirot entama avec lui la conversation. L'annonce que nous avions vu M. Charles ce jour même délia la langue du vieux serviteur qui devint très loquace. « Ah, un vrai loustic, M. Charles. Je l'ai vu arriver ici en courant, la moitié d'une tarte aux groseilles à la main, tandis que la cuisinière poussait les hauts cris à la recherche de son voleur. Il retournait à la cuisine, l'air si innocent qu'on finissait par accuser le chat. Pourtant, je n'ai jamais vu un chat manger de la tarte aux groseilles. Oh oui, c'est un farceur, monsieur Charles. » Il était ici au mois d'avril, n'est-ce pas ? Oui, il a passé ici 2 fins de semaine, juste avant la mort de la vieille demoiselle. Venait-il souvent au jardin ? De temps à autre, il venait flâner par ici et me posait des questions sur la culture. Sur les fleurs ? Oui, les fleurs, les mauvaises herbes. Le vieux jardinier ricanait. Les mauvaises herbes, fit Poirot d'un ton encourageant. Il tourna la tête vers les étagères et son œil s'arrêta devant une boîte en fer. Sans doute désirait-il savoir comment on s'en débarrasse, demanda mon ami. Oui, bien sûr. Poirot avait aperçu sur l'étagère une boîte métallique et en lisait l'étiquette. Vous servez-vous de ce produit ? Oui, répondit Angus. C'est fameux. Et dangereux, il me semble. Pas quand on suit le mode d'emploi. Évidemment, c'est de l'arsenic. Monsieur Charles et moi, nous avons bien plaisanté là-dessus. Il disait que lorsqu'il serait marié, si sa femme l'ennuyait, il viendrait me demander un peu de cette poudre pour s'en débarrasser. Ce sera peut-être elle qui voudra se défaire de vous, lui dis-je. Cela l'a bien fait rire. Nous nous efforçâmes de rire à notre tour. Poirot souleva le couvercle de la boîte. « Presque vide, » murmura-t-il. Le vieux jardinier y jeta un coup d'œil. « Et il n'en reste pas beaucoup. Je ne pensais pas en avoir tant usé.
J'en commanderai d'autres sans tarder. » Après lui avoir fait des compliments sur son jardin, nous prîmes congé du vieux bonhomme. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce ou liker ou mettre un commentaire. À bientôt.